Salut, ici Arnaud. Dans cette vidéo, on va parler d'un truc dont, en apparence, à peu près tout le monde s'en fout. C'est les transitions. Alors, pourquoi je dis tout le monde s'en fout? Parce que quand on fait des cours de méthodo, on parle du plan, avec des controverses sur pour ou contre le plan historique, des trucs comme ça. On fait plein de méthodes sur l'introduction, la conclusion, où là, pareil, il y a un peu des clashs théoriques sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, est-ce qu'on met une ouverture en conclusion ou pas? Ou alors, est-ce qu'il faut mettre des chiffres et des auteurs en introduction ou pas? Bref, là-dessus, il y a pas mal de choses. Mais, dans la plupart des cas, dans la plupart des cours de méthodo, y compris dans les miens en fait, ça parle pas des transitions. Transition, c'est un peu le truc, ça va de soi, il faut en faire, mais à aucun moment on nous dit concrètement comment les faire, comment l'optimiser. Et en fait, ne pas optimiser la transition, c'est assez préjudiciable dans la mesure où le correcteur, il note la copie en fonction d'une expérience globale du produit. Tu sais, j'aime bien parler de la copie comme un produit dont l'utilisateur est le correcteur, et il faut que ce dernier ait une bonne expérience client, une bonne expérience utilisateur. Et en fait, dans la compréhension globale de la copie, dans la fluidité qu'on passe d'une partie à l'autre, quand on évolue dans l'argumentation, eh bien les transitions, elles jouent un rôle crucial là-dedans. Et ce qui est marrant, c'est que malgré leur rôle crucial, eh bien, c'est un des grands trucs oubliés des cours de méthodologie. En fait, je me suis rendu compte, c'était avant-hier, parce que j'étais en train d'enregistrer des vidéos d'analyse de bonne copie dans le cadre de ma formation ESH Insider. Alors pour faire une parenthèse rapide, ESH Insider, c'est une formation en fait où je prends juste des copies de concours, des bonnes et en gros des moins bonnes quoi, et je vais vraiment analyser tout ligne par ligne comme un fanatique pour t'expliquer quelle est la psychologie du correcteur, pour qu'on se mette à la place du correcteur et en gros pour t'aider, je dirais à en fait clairement à booster tes notes en dissertation. Fermez la parenthèse. Donc les transitions, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des copies qui étaient super bien pour les transitions. Et du coup on coulait, on passait de gérer en fluidité d'une partie à l'autre. Et il y en a d'autres où c'était beaucoup plus abrupt, beaucoup plus compliqué. Et ça crée un petit peu une forme de cassure dans l'expérience de la copie. Et donc je me suis dit, faisons donc une petite vidéo de méthodo là-dessus. Maintenant, même principe qu'ailleurs, on va faire du Fordisme. C'est que toi, tu es en prépa. T'es pas là pour être créatif. T'es pas un poète, quoi. T'es pas là pour inventer des trucs. Toi, tu es là pour appliquer des règles qui marchent sans avoir à trouver toi-même ces règles. C'est un peu, je dirais, le forme de paradoxe absurde de la prépa. C'est qu'en fait, tu es juste un ouvrier, quoi. Tu es juste là, ouvrier Fordiste. T'as un gars qui te dit fais ça et tu le fais. Alors ça peut être ton prof, ça peut être moi, ça peut être qui tu veux, peu importe. Mais l'idée c'est que tu as un process, une méthode que tu appliques sans réfléchir. Il ne s'agit pas de réfléchir pendant 10 minutes à chaque transition en te demandant qu'est-ce que tu peux faire pour que ce soit agréable et fluide. Ce que tu fais, c'est ça. Alors ça c'est une capture d'écran d'une transition dans une copie sur... Alors c'était ESCP, alors c'était 2016, c'était la mondialisation peut-elle expliquer les mauvaises performances des économies. Bon. Et on a la transition suivante que je vais lire. La mondialisation semble donc, dans un premier temps, expliquer les mauvaises performances économiques et sociales dans certains pays. Point. Cependant, tous les pays ne tirent pas profit de la mondialisation de la même façon. Point. La mondialisation pourrait-elle dès lors être source de bonnes performances économiques et sociales? Très simple, très fluide. Qu'est-ce qu'on a? Première phrase, on résume ce qu'on a dit avant. Mais en une seule phrase. C'est qu'on n'écrit pas un roman, on n'écrit pas des lignes. On met une seule phrase. En fait, on redit en gros l'intitulé du grand 1. Un petit peu différemment, mais en gros, on redit, on résume le grand 1. Enfin, ou la partie d'avant. Puis, on met une phrase de nuance avec cependant. Cependant, néanmoins. Bon, bref, tu parles français comme moi. Donc, tu mets cependant, néanmoins. Et tu as entendu une nuance. Et enfin, troisième temps, tu mets une question qui ouvre la partie suivante. Je fais une petite boucle sur les nuances. Tu peux faire deux grands types de nuances. Le premier type de nuance, c'est une nuance géographique. C'est si tu dis que tel concept fonctionne bien, voilà, enfin, tu dis que la croissance c'est bien pour l'emploi, par exemple, eh bien tu as entendu une nuance géographique et dire, il semble que dans certains pays ça fonctionne, mais dans d'autres pays ça ne fonctionne pas. Une nuance géographique, c'est très pratique si tu fais un plan conceptuel ou un plan oui-non réforme ou non-oui, ça dépend. Les nuances géographiques, ça marche très bien ici. L'autre type de nuance, ce sont des nuances historiques, où tu dis, c'était vrai pendant les années 30, ou c'était vrai pendant les 30 glorieuses, ou c'était vrai au 19e siècle, mais quand on bascule à la période suivante, eh bien, il s'avère que c'est quand même plus complexe et que et que cette relation, par exemple, est remise en question, un truc comme ça. Donc, soit tu fais une nuance géographique, soit tu fais une nuance historique. Bon, tu peux en inventer d'autres, hein, mais en tout cas, historique et géographique, ça marche vachement bien. Et enfin, la troisième phrase, c'est une question. Mettre une question, c'est un peu comme sourire en entretien. C'est le truc, c'est évident,
il n'y a rien de brillant à le faire. On nous a tous dit de le faire. Ça fait toujours plaisir, ça introduit du dynamisme, et pourtant personne ne le fait. En entretien, personne ne sourit. Et mettre des questions, personne ne le fait. Je sais pas pourquoi en fait. C'est que mettre des questions, ça vraiment, enfin, ça crée un rebondissement. Ça donne vraiment l'impression qu'il y a une présence derrière la copie, que la personne elle a réfléchi, qu'elle s'est défoncé le cerveau et qu'elle s'est donné. C'est très simple à faire, et pourtant personne ne le fait. Donc, première phrase, on résume brièvement la partie précédente. Deuxième phrase, on fait une nuance. Troisième phrase, on pose une question. Voilà, un petit protocole ultra simple. Tu as juste à appliquer lors de ton prochain DS ou de ton prochain concours blanc ou du concours en fonction du moment auquel tu écoutes cette vidéo. J'en profite pour rappeler que sous la vidéo, j'ai mis 2 liens. Il y a un premier lien qui envoie sur une page où j'ai analysé une copie de l'ESCP ligne par ligne en détail. Donc il y a à peu près 40 minutes de vidéo et je t'invite vraiment à les regarder parce que je donne beaucoup d'infos et beaucoup vraiment d'expérience que pourrait avoir le correcteur face à la copie. Mon deuxième lien, c'est un lien vers la présentation de SH Insider, ma formation où j'analyse plein de copies de concours et où en gros je te fais passer dans la perspective du correcteur pour t'apprendre vraiment à rédiger et à structurer ton produit pour que ça fasse plaisir au correcteur et que normalement il te mette une bonne note. Sur ces bonnes paroles, à la prochaine.